Laure Mandeville, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Je sais que vous êtes très sollicité en ce moment avec l'actualité de la guerre, bien sûr, en Ukraine. Je vais commencer comme toujours, nous commençons cette émission par une citation. Pour vous, j'ai choisi Emmanuel Kant, le projet de la paix perpétuelle. Détenir le pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. Est-ce que vous voyez un lien avec Vladimir Poutine aujourd'hui ? Écoutez, je répondrai en deux temps à cette question. Je dirais que Vladimir Poutine, pour moi, est dans une situation très particulière en ce qui concerne la question du pouvoir, parce que je pense qu'il arrive déjà sur une forme de corruption de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au pouvoir dans des conditions normales. Pour moi, il y a dans son arrivée un péché originel. Il arrive sur une guerre qui est déclenchée dans des circonstances extrêmement mystérieuses, qui sont avec des attentats qui frappent le cœur de Moscou. Vous avez plusieurs centaines d'ouvriers innocents qui meurent dans des conditions inexpliquées, qui vont être attribuées à des terroristes tchétchènes. Quelque chose dont on ne saura jamais si c'est vrai, si ça ne l'est pas. Vous aurez des personnages haut placés, d'anciens conseillers de Poutine de l'époque, qui en réalité pensent que ces attentats auront été organisés par les services russes, en fait par l'ex-KGB, et donc qui lui permettent de lancer la guerre de Tchétchénie, qui va lui faire cet habit de sauveur, cet habit de lumière, qui le fera élire absolument sans aucune hésitation par le peuple russe, absolument indigné et ivre de revanche. Et donc, si vous voulez, pour moi, dès le début, j'ai vécu cette période à Moscou, où j'étais correspondante à l'époque, pèse déjà une corruption, je dirais, originelle et du pouvoir à son arrivée. Et la deuxième chose que je dirais, c'est qu'évidemment, 22 ans plus tard, on a un personnage qui, si il reste des traits dont on va sûrement parler, des traits qui ne bougent pas, de sa personnalité, de sa mentalité, des ressorts qui l'animent, il y a effectivement une usure et une corruption du pouvoir, et que ce n'est certainement pas exactement le même homme qui a surgi sur la scène russe sous le regard abasourdi des députés auxquels il est présenté par un Boris Yeltsin vieillissant, et celui qui aujourd'hui est totalement coupé, semble absolument coupé du monde, règne dans un quasi-isolement avec un entourage qui ressemble plus à une sorte de parterre de courtisans apeurés qu'à une équipe de gouvernement, et donc qui explique sans doute qu'il en soit venu par une sorte de... si vous voulez, qu'il manifeste en fait, qu'il en soit venu en lançant cette offensive, cette aventure guerrière en Ukraine, a montré qu'il vivait dans une réalité alternative, croyant qu'il engageait ses troupes dans un monde qui était en réalité le monde de la propagande qu'il avait créé, au lieu de la réalité à laquelle il est aujourd'hui confronté. Pour illustrer d'ailleurs ce que vous venez de nous dire, j'incite ceux qui nous écoutent, je les remercie d'ailleurs, et continuez à vous abonner, à commenter cette vidéo, à la partager bien sûr auprès de vos proches. J'incite ceux qui nous écoutent à voir une vidéo très récente où Vladimir Poutine humilie littéralement Naryshkin, qui est le chef du renseignement extérieur russe, qui balbutie, qui bégaye, et véritablement, on sent que Vladimir se complaît à le mettre plus bas que terre. Vous avez vu cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, alors on pourrait dire que c'est une sorte de métaphore du fonctionnement du pouvoir russe actuel, puisque vous avez déjà l'aspect physique en fait de cette vidéo. Vous voyez Vladimir Poutine derrière une sorte de bureau un peu royal, en vernis blanc, assez monumental, derrière lequel il est assis.
dans une immense salle, et au fond de cette salle, au Kremlin, assis les uns à côté des autres sur des petites chaises, comme de petits élèves devant leur maître, à des dizaines de mètres évidemment de lui, ces ministres, qui sont censés être des personnages en théorie assez formidables et éminents, puisqu'il s'agit du directeur du renseignement national dont vous avez parlé, Sergueï Narychkine, mais aussi du ministre de la Défense, du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est un personnage quand même qui ne manque pas de carrure, en tout cas d'expérience, enfin toute l'élite politique de son gouvernement est là, et il les interroge pour leur demander ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut reconnaître ces fameuses républiques séparatistes ? Et donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a une forme de mise en scène aussi, et que son avis est déjà fait, mais il les interroge, et donc il leur demande d'aller à un micro et de les uns après les autres donner leur avis. Et à un moment, donc Sergueï Narychkine est invité à faire de même, ce directeur du renseignement, et il ose émettre un doute en disant « Je pense qu'effectivement, il faudra, dans le futur, reconnaître ces fameuses... » le conditionnel au lieu de l'indicatif, ou c'est quelque chose Alors il dit « Il faudra le futur. » Le futur, si, il dit « Il faudra si... » nous n'arrivons pas à convaincre l'Occident, mais nous devons continuer les négociations pour que l'Occident fasse pression sur les Ukrainiens. Et donc, il veut laisser une place à une poursuite de la négociation. Et à ce moment-là, on voit la caméra se déplace sur un Vladimir Poutine absolument furieux et je dirais dans une posture de maître très en colère, et qui lui dit « Mais que voulez-vous dire ? Vous voulez dire que nous devons poursuivre les négociations ?» Donc le ministre perd ses moyens, se met à bégayer, et donc il l'humilie, et ce ministre finit par dire non, en fait, je pense que nous devrons reconnaître l'entrée de ces républiques dans la Russie, dans la Fédération de Russie. Donc Vladimir Poutine s'énerve et lui dit mais il ne s'agit pas de ça, et l'autre finit par dire exactement ce que Poutine voulait qu'il dise, et c'est une sorte de si vous voulez, d'humiliation publique qui montre aussi comme vous l'avez dit, une forme de satisfaction avec laquelle il le remet à sa place. Alors on va continuer à évoquer la personnalité de Vladimir Poutine. On va bien sûr parler de cette guerre, d'autant que vous avez écrit sur l'armée russe, c'est votre premier ouvrage en 1994, donc vraiment sur l'aspect plus militaire, l'aspect diplomatique. On évoquera aussi un peu plus tard dans notre discussion un livre que je crois vous allez publier et qui concerne l'un des candidats à l'élection présidentielle, Éric Zemmour. Tout à fait. Donc voilà, beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui. Donc vous êtes grand reporter au Figaro depuis plus de 30 ans maintenant. 31. 31 précisément. Vous avez été correspondante à Moscou, à Washington également. Vous avez également écrit sur Donald Trump d'ailleurs et son accession au pouvoir. Vous êtes spécialiste du monde slave, vous parlez russe et polonais. Voilà, vous ne faites pas partie de ces gens qui sont très exaspérants et qu'on voit beaucoup sur les plateaux, qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. A priori, c'est un monde que vous connaissez bien. Reparlons un peu de Vladimir Poutine. C'est un président qui a été très aimé des Russes, surtout après les années corrompues de Boris Yeltsin, qui ont beaucoup humilié la population russe. Est-ce qu'il y a eu un tournant ? Est-ce qu'il y a eu un moment où, justement, peut-être un exercice solitaire du pouvoir, une déconnexion complète, et où est-ce que vous situeriez ce moment ? Écoutez, déjà, si vous voulez, je nuancerais en fait l'idée qu'il a été très aimé. Je pense que, pour moi, en tout cas, tel que je l'ai vécu quand il est arrivé aux affaires, Vladimir Poutine n'a pas bénéficié d'une sorte d'amour, je dirais, euphorique, comme l'avait été, par exemple, Boris Yeltsin quand il a été élu. Parce qu'on était dans un scénario complètement différent. C'est-à-dire que quand Boris Yeltsin est arrivé, la Russie a été animée d'un immense espoir. Elle a pensé que la fin du monstre totalitaire communiste lui permettrait véritablement de rejoindre l'Occident, de se libérer, de commencer une page, disons, positive et finalement c'était très idéaliste de son histoire. Les choses ont tourné au chaos
comme vous l'avez dit, ça a été très très compliqué. On a eu des guerres oligarchiques, une première guerre en Tchétchénie, le bombardement du Parlement. Ça a été des soubresauts terribles. Et au fond, nous avons été tous naïfs, ceux qui avons couvert en fait la fin du communisme. Et moi, je l'ai couvert à la loupe. J'étais là en 89, en 90, en 91. J'étais tout le temps là-bas. Oui, je précise d'ailleurs que vous êtes arrivé au Figaro parce que vous étiez spécialiste du monde slave. Exactement, c'est-à-dire que j'ai été embauchée au journal, au Figaro, en fait, en mai 89, alors que le monde communiste commençait à se lézarder. Et donc, il y avait vraiment un lien de cause à effet dans la direction du chef de la politique internationale de l'époque, au Figaro, Charles Ambroschini, de me faire rentrer dans cette équipe. Et c'est vrai que donc j'ai couvert tout ça, et penser, au fond, que tout ça allait se passer bien était une immense illusion. C'est vrai que l'Empire a éclaté sans violence, ce qui à l'époque était quelque chose d'absolument incroyable et miraculeux. On l'a d'ailleurs tous écrit, parce que ça ne s'est pas passé comme en Yougoslavie, où immédiatement la Serbie a déclaré la guerre pour empêcher en fait l'explosion de la Yougoslavie, ce que n'a pas du tout fait Yeltsin, qui a reconnu les républiques, et donc il y a eu une sorte de côté miraculeux. Tout le monde s'est dit mais ça va aller. Puis il y a eu finalement cette incapacité, si vous voulez, à faire des réformes économiques qui auraient servi la population. Ça a été l'instauration d'un capitalisme de prédation mafieux. Ça a été terrible. Et donc Poutine arrive dans ce contexte à la faveur d'une sorte d'accord qui est scellé en coulisses entre l'oligarchie, cette fameuse oligarchie d'ailleurs corrompue, etc., qui le met en avant, et un accord avec les services, et donc ce qu'on appelle, si vous voulez, les restes du système, qui revient pour revendiquer en fait à la fois sa part du pouvoir et une forme de remise en ordre. Et Poutine apparaît et propulsé sur le devant de la scène parce que il a été pendant des années à Saint-Pétersbourg aux côtés des réformateurs, dans l'ombre, je dirais, d'Anatoly Sobchak, qui était une des personnalités, si vous voulez, des phares du camp occidentaliste, réformateur des années 90. Et donc, il a été propulsé à la tête du KGB, et c'est ça qui fait en sorte... Il a montré à la famille Yeltsin qu'il était capable de loyauté. Il les a aidés à combattre, en fait, dans les années en 99, le clan adverse, puisqu'il y a des luttes, si vous voulez, de clans terribles entre, notamment, l'équipe du maire de Moscou et l'équipe de Yeltsin. Il les a gagnés en utilisant des méthodes du KGB, montrant des cassettes du procureur général en train de coucher avec des prostituées, enfin des méthodes du KGB, sales, où on utilise tous les moyens. Et il arrive, il surgit, parce que Yeltsin ne sait pas qui mettre comme successeur. Ils veulent trouver un successeur, ils sont inquiets pour la suite. Et donc il surgit, et il y a cette guerre qui est déclenchée, ces attentats, tout ce que j'ai expliqué au début. Et donc, il devient l'homme, le sauveur. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une adhésion, un amour de Vladimir Poutine au départ, c'est plutôt un désir de remise en ordre, et je dirais presque le retour à quelque chose que les Russes connaissent, c'est-à-dire une forme de peur, si vous voulez, de respect-peur. C'est-à-dire que Poutine incarne quelqu'un qui aussi leur fait peur. C'est-à-dire ils adhèrent à Poutine parce qu'ils veulent de l'ordre, et c'est ce qu'ils connaissent, au fond. Dans leur histoire, depuis 70 ans, ils vivent dans une forme de peur, de respect de la force. Et c'est ça qu'il incarne. Et je peux vous raconter une anecdote absolument ahurissante que j'ai vécue en février 2000. C'est-à-dire, justement, comme je vous ai expliqué, il y a eu toute une série d'attentats en Russie qui ont justifié la manière forte et qui ont permis à Poutine, en mars 2000, d'être élu président. Mais vous avez, en février 2000, donc un épisode absolument incroyable. Alors, maintenant, je ne veux pas je ne sais plus si c'est en février 2000 ou fin 99, donc dans les mois qui ont suivi les premiers attentats, on découvre à Ryazan
des sacs d'exogènes dans un immeuble qui ont été mis apparemment par le KGB. Et c'est le chef le chef du ministère de l'Intérieur local qui dit on a découvert en fait des explosifs. Et si vous voulez, tout d'un coup, il apparaît, et c'est des gens de cet immeuble, il apparaît que cet attentat a été déjoué, qu'il devait y avoir un dernier attentat pour finir de convaincre la population que la situation était extrêmement dangereuse. Et si vous voulez, ça a provoqué évidemment une sorte de séisme en Russie. Je pense que c'était fin 99, en fait, maintenant que je me souviens. Et si vous voulez, à ce moment-là, il y a eu un flottement terrible. Et ça a été complètement écrasé. Il y a un certain nombre même de gens qui sont morts en essayant d'investiguer ces attentats. Moi, je me rends sur place, en fait, quelques semaines plus tard. Moi, je crois que c'est au mois de février, justement, 2000. C'est pour ça que je fais la confusion. Donc, je me rends sur place et je vais interviewer les gens de cet immeuble pour leur demander ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et ils sont absolument persuadés qu'il y a eu une tentative pour faire sauter cet immeuble. Donc, et donc je leur dis, mais alors, alors vous allez voter pour qui ? Donc un mois plus tard, ils doivent voter. Donc ils sont persuadés que Poutine est derrière cette tentative, mais ils disent, nous voterons pour lui. Et donc là, si vous voulez, je dis, mais comment est-ce possible ? Donc vous allez voter pour quelqu'un qui possiblement vous pensez est derrière cette tentative d'attentat contre vous. Et ils disent oui, parce que la Russie a besoin d'une main forte, la Russie a besoin d'un homme de fer. Et donc, voilà, donc là, si vous voulez, je vous donne une clé, c'est que en fait, ce pays, finalement, revient à ce qu'il connaît. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui l'ont aimé. Vous avez évoqué, voilà, de fierté, effectivement, c'est pas aimer, c'est il nous rend la fierté. Moi, quand j'étais en Russie, après, il y a eu la fierté, vous avez raison. C'est toujours ce qu'on entendait, c'était effectivement pas de l'amour, pas de l'affection, mais voilà, il redonne au peuple russe, on peut à nouveau lever la tête. Alors exactement, je voulais quand même le dire, c'est qu'effectivement, après, si vous voulez, comme il va jouer sur le nationalisme, et évidemment, les Russes, il y a en Russie une fierté blessée. Et qui est très partagée, c'est-à-dire que les Russes ont vécu pendant 70 ans dans l'idée qu'ils étaient une puissance positive, parce que c'est ce que leur disait la propagande communiste, etc., et aussi un empire du bien. Et donc, quand Poutine leur dit mais je vais panser vos plaies, vous avez raison d'être fiers, vous avez raison de vouloir être fort, je vais reconstituer la force de la Russie sur la scène internationale et ensuite l'empire finalement. Ils le soutiennent parce que, justement, ils chevauchent ce nationalisme blessé de la puissance perdue. Est-ce qu'il y a eu un tournant, peut-être, au moment des révolutions oranges? Est-ce qu'il y a eu un tournant plus tard? Car on se souvient tout de même, là, d'un point de vue occidental, d'un Vladimir Poutine qui semblait très stratège dans sa manière d'avancer, qui faisait, bien sûr, qui pouvait menacer, mais qui n'allait jamais trop loin, qui jouait même parfois un rôle d'équilibre dans les relations internationales. Donc là, on a l'impression tout de même d'un basculement. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, en fait, moi, je pense que ça a été très progressif. Ce que je raconte dans mon livre, La reconquête russe, c'est que Vladimir Poutine a entamé, quand il est arrivé, une reconquête, une reconquête, si vous voulez, qui était pensée en 2 temps. Je pense qu'il y a véritablement une reconquête par le clan disons des tchéquistes, en fait, du KGB, qu'il amène avec lui et qu'il met au pouvoir. Une reconquête, si vous voulez, de la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il compose avec un certain nombre de réformateurs qui l'aident à stabiliser la situation économique, mais peu à peu, il n'en fera plus, eux, que des sortes d'instruments à la marge, parce qu'ils ont un certain nombre de compétences techniques dont il a besoin, mais les gens qui vont avoir le pouvoir et qui sont peu à peu placés au poste clé, ce sont des gens de l'ancien KGB qui commencent à si vous voulez, occuper tous les postes importants, à la fois au sein des structures de force et au sein des postes de l'économie. Et donc, c'est la première vague de la reconquête. Donc, il va
si vous voulez, détruire de manière progressive tous les contre-pouvoirs à l'intérieur de la Russie, les contre-pouvoirs régionaux, où il met des gens à lui absolument partout, la presse qui est mise sous coupe réglée, le Parlement qui devient une chambre d'enregistrement, tous les partis d'opposition un peu importants sont peu à peu marginalisés, leurs leaders sont soit chassés de Russie, exilés, les oligarques, même chose, tous les oligarques qui ont une colonne vertébrale et qui d'ailleurs l'ont mis au pouvoir, qui étaient toutes ces Raspoutines comme Boris Berezovsky, sont obligés de fuir la Russie. Mikhail Khodorkovsky, qui était l'homme le plus puissant sur le plan économique, qui était un milliardaire, est mis en prison pendant 10 ans. Donc si vous voulez, tout le champ politique et social est nettoyé à l'intérieur du pays, et c'est ensuite qu'il entame une sorte de reconquête à l'extérieur. Il commence à, si vous voulez, remettre ses pions à l'intérieur des pays baltes. Il a des gens, il rethéorise en fait l'influence russe, le monde russe. C'est très progressif, et si vous voulez, mais ça commence très tôt. Ça commence tôt. Et si vous voulez, en 2004, l'affaire géorgienne, quand il y a la révolution orange, il est effrayé par cette révolution, parce qu'il a le sentiment que les Américains, pour lui, il n'y a pas de véritable volonté populaire, et ça c'est la mentalité de l'homme du KGB. Il ne croit pas au peuple, il ne croit pas à la volonté populaire, il pense qu'il y a un complot des Américains, un complot de l'Occident, et que ce n'est pas du tout une révolution réelle. Même chose en 2004. Est-ce qu'il y a une part de vérité Alors, on a vu toutes ces révolutions orange, effectivement, avec, j'allais dire, un marketing assez réussi, j'allais dire, de l'extérieur. Hein, je parle vraiment vu de France. Est-ce qu'il y avait ou non des influences effectivement américaines dans ces révolutions? Alors moi, en fait, je suis absolument contre la théorie du complot, comme quoi ces révolutions ont été organisées par les États-Unis. Moi, je les ai vécues de l'intérieur. J'étais pas en Géorgie pendant la révolution géorgienne, mais je l'ai couverte après. J'y suis allée de nombreuses fois, et j'ai couvert la révolution orange. Je peux vous dire que c'était un mouvement populaire, extrêmement profond, et qui explique ce qui se passe aujourd'hui. C'est le début de la conscience nationale ukrainienne. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'évidemment, ils se sont tournés, c'est le moment où ils se tournent vers l'Occident. Il y a un choix occidental. Ils ont peur de Poutine. Ils ne veulent pas. Si vous voulez, c'est un moment où ces pays post-communistes choisissent en fait la direction qui est la leur. En tant que société, ils ne veulent pas que leur pays devienne une sorte de Russie en format plus petit. Ils veulent aller vers une forme d'état de droit, etc. Qui est des influences américaines, c'est évident. Et les Américains sont très présents. Ils ont des gens à eux qui viennent les conseiller. Il y a des relations. Ça, alors là, j'en témoigne aussi parce que je l'ai vu aussi. Donc, si vous voulez, est-ce que les Américains ont été extrêmement maladroits dans la manière dont ils se sont comportés? Sans doute. Mais si vous voulez, il faut pas renverser l'ordre des choses. C'est pas les Américains qui sont venus fomenter des révolutions oranges pour mettre ces pays sous leur influence, c'est ces pays qui sont allés chercher l'appui de l'Occident, aussi bien de l'Union européenne et des États-Unis, parce qu'ils voulaient échapper à leur géographie. Et ce qui est vrai aussi, c'est que Vladimir Poutine a été extrêmement maladroit. C'est-à-dire qu'en 2004, en Ukraine, c'est le moment clé, si vous voulez, où il montre déjà exactement les mêmes erreurs qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire, il croit que l'Ukraine quasiment lui appartient, que ça fait partie en fait de son monde politique. Il peut influencer les événements. Et donc quand la révolution éclate, il convoque le président sortant Leonid Kuchma sur un aéroport à Vnukovo, un aéroport russe, pour une conversation, parce qu'il voit que les choses lui échappent. Et lui, il a fait, avant l'élection, il est allé faire une parade militaire à Kiev en pensant que ça allait aider à faire basculer le vote du côté de son candidat, qui est Viktor Yanukovych. Ça a rendu furieux les Ukrainiens, qui ont le sentiment que Poutine s'immisce dans les affaires de l'Ukraine, et ils n'en veulent pas, ils ont peur, ils ont vu ce qui s'est passé en Tchétchénie, l'écrasement absolument sanglant de la Tchétchénie sous un tapis de bombes, donc ils ont peur. Et donc, ils sont furieux, il y a des fraudes massives, il sort dans la rue par millions dans les rues, et Poutine ne voit pas tout ça, il pense que c'est orchestré par l'Occident. Il dit à Kuchma, nettoyez-moi tout ça. Et Kuchma lui dit, je ne peux pas
l'Ukraine, c'est devenu une phrase, si vous voulez, qui est il y a une vidéo, enfin, il n'y a pas une vidéo, mais Bouchma a écrit ses mémoires et raconte ça, et lui a dit « L'Ukraine n'est pas la Russie, vous vous trompez, Vladimir Vladimirovitch », et Poutine ne veut pas le croire. Donc il est décalé. Et si vous voulez, il a gardé... C'est un approfondissement et non pas un basculement. C'est-à-dire qu'en fait, exactement. C'est une vue un peu biaisée. Depuis le début. Depuis le départ, et que ça s'est accentué exactement. récemment. Parce que si vous voulez, au fond, la clé pour comprendre, c'est 89-91. Vladimir Poutine... En 89, quand le mur de Berlin s'effondre, ne fait pas partie des gens qui, en Russie, sont dans l'euphorie parce qu'ils voient enfin une possibilité pour le peuple russe de rejoindre le monde de la liberté. Lui, il est dans le camp des vaincus. Il est à Dresde, c'est un officier du KGB, il est lieutenant-colonel, il est dans une maison que j'ai d'ailleurs visitée il n'y a pas si longtemps, à Dresde, la maison du KGB, qui est à quelques centaines de mètres de l'immeuble de la Stasi, qui est la police politique allemande. Il a vu quelques jours plus tôt une foule d'Est-Allemands prendre d'assaut le siège de la Stasi. Et le 8 novembre, donc quand le mur tombe à travers l'Europe et notamment en Allemagne, et quand les Allemands en liesse se mettent à escalader ce mur, ils sont en train de commencer la réunification de l'Allemagne, lui, il est absolument consterné, épouvanté, parce que le monde qu'il défendait s'effondre. Et il voit tout d'un coup une foule d'Allemands entrer sur le territoire de cette espèce de grosse maison qui est dans un quartier résidentiel de Dresde et qui veut justement régler ses comptes aussi avec le KGB, qui est une organisation haïe en fait. Et donc si vous voulez, il sort, c'est lui qui sort, il raconte ça dans un petit livre de mémoire qu'il a publié en 2000, il sort avec un pistolet et il dit à la foule n'avancez pas, sinon je tirerai. Et cette foule lui dit « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » Il dit « Je suis un traducteur ». Vous parlez très bien allemand, il dit « Je suis un traducteur ». Et donc, il arrive à leur dire de repartir. Il téléphone au siège des forces soviétiques locales. Il y a un groupe de forces soviétiques qui est à proximité, à Dresde. Et ils leur disent « On ne peut rien faire, car nous appelons Moscou et Moscou se tait ». Et il dit dans ses mémoires « Moscou se tait », cette phrase est pour moi quelque chose d'épouvantable, car je comprends que l'État soviétique ne répond plus. Et donc, si vous voulez, il rentre en vaincu quelques mois plus tard avec la machine à laver. Vous imaginez, en fait, il est lieutenant-colonel, avec la machine à laver qu'il a achetée. Il achète une Volga avec ses économies à Saint-Pétersbourg. Il fait le taxi pendant quelques mois. Et ensuite, parce qu'il a évidemment toute sa structure derrière lui, il est nommé, il trouve un poste comme vice-recteur de l'université de Saint-Pétersbourg, où il sera chargé de surveiller, si vous voulez, cette Russie qui est en train de changer à grande vitesse, tous ces intellectuels qui libèrent leurs paroles, et il devient une sorte de conseiller de ce réformateur flamboyant qui devient maire de Saint-Pétersbourg, et il le suit, et c'est comme ça qu'il entre, si vous voulez, dans la politique. Et donc il entame cette reconquête. Mais cette idée qu'en 91, ça n'aurait pas dû s'écrouler, il est persuadé que c'est les États-Unis et l'Occident qui ont comploté pour défaire l'URSS, qu'elle n'aurait pas dû exploser. Et donc, tout son parcours, c'est un parcours de revanche. On doit réparer aujourd'hui ce qui se passe dans sa tête, et ce qu'il a écrit au mois de juillet dans un article fleuve de plusieurs dizaines de pages, c'est « Cela n'aurait pas dû se produire. Je dois, en fait, reconstituer ce que nous avons perdu en 91 ». C'est en fait ça la réalité, et si vous voulez, c'est à la fois, c'est donc la réparation historique. Et la réparation historique ne peut se faire qu'en rassemblant ce qui est le cœur de l'Empire, le cœur des terres russes, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Dans sa tête, il n'y a pas d'Ukraine. C'est le drapeau russe d'ailleurs, la Russie blanche, la Russie bleue, enfin l'Ukraine et la Russie rouge, la Russie traditionnelle. C'est le symbole, il me semble, de ces trois couleurs. Je ne suis pas absolument certaine. En tout cas, c'est ce qu'expliquent les Russes, mais ce sera intéressant de vérifier. Autour de lui, qui pourrait le raisonner? On
parle souvent, bien sûr, d'un des hommes forts, qui est Shoigu, son ministre de la Défense, qui est là depuis très longtemps, lui aussi. Peut-être même avant Vladimir Poutine, ou en tout cas en même temps. Il était, tout à fait, vous avez raison. Il était ministre des situations d'urgence. C'est ça. Et alors, en fait, mais si vous voulez, Shoigu, honnêtement, c'est pas un homme fort. C'est-à-dire, c'est un des piliers de son équipe. Mais ce n'est pas un homme fort, c'est un homme à sa main. Si vous voulez, il a été ministre des situations d'urgence, il est ministre de la Défense. Il n'est pas, ce n'est pas quelqu'un qui a fait une carrière de chef militaire. Et donc, Shoigu, si vous voulez, il est complètement, je dirais, à sa botte. Et donc, aujourd'hui, je dirais ce que disent les gens qui connaissent le système de l'intérieur, c'est-à-dire un certain nombre d'analystes russes, et notamment de personnages que je suis, moi, de très près aujourd'hui, qui ont été des ex-oligarques très proches de Poutine, ou des conseillers de Poutine qui l'ont aidé dans sa montée au pouvoir et au début, puis qui se sont détournés parce qu'ils ont été effrayés par ce qu'ils ont vu en train de se mettre en place, disent qu'en fait, il n'y a aujourd'hui, que le grand drame de la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'il n'y a aujourd'hui personne dans son entourage qui soit capable d'aller le voir et lui dire « Vladimir Vladimirovitch, vous êtes en train d'aller à la catastrophe et vous vous êtes trompé sur toute la ligne ». Il est aujourd'hui dans un isolement à la fois politique et psychologique. Il est entouré, je dirais, de mauvais génies qui lui susurrent à l'oreille ce qu'il veut entendre, des espèces d'idéologues, comme par exemple le personnage qui s'appelle Medinsky, qui est un personnage à la fois extrêmement corrompu, mais aussi qui a été son ministre de la Culture et qu'il a envoyé aux négociations, mais qui a des idées complètement folles sur justement la reconstitution du monde russe, et qui donc lui serine dans l'oreille ce qu'il veut entendre. Et c'est pour ça que la situation est assez effrayante et que, si vous voulez, il y a une déconnexion entre le monde réel, ce qu'est l'Ukraine, la résistance qu'il rencontre, le fait que Zelensky ne se soit pas enfui, et ce que lui planifiait, puisque en fait Vladimir Poutine est parti dans l'idée qu'il allait faire une opération Blitzkrieg. Et donc personne ne l'a démenti dans cette folie. Le paradoxe, c'est même que finalement, est-ce qu'il n'a pas fini de construire par cette attaque une nation ukrainienne qui était jusque-là assez fragile, bancale, avec deux identités principales. Et en fait, paradoxalement, c'est cette attaque russe qui finit de forger véritablement une identité ukrainienne, à part sans doute à l'Est, mais quand on voit par exemple la carte électorale de Zelensky, elle n'est pas du tout aussi caricaturale qu'on l'imagine. On n'a pas les russophones qui votent contre lui et les ukrainophones qui votent pour lui. Mais c'était déjà le cas avant. C'est-à-dire, si vous voulez, la propagande russe a essayé, même jusqu'ici, de donner l'idée en fait que tous les russophones étaient comme un seul homme pour le Donbass, pour le séparatisme et pour la Russie, alors que c'est totalement faux. Là, moi, j'ai un ami qui revient en fait d'Ukraine orientale, un journaliste danois ami à moi, et qui m'a dit, j'ai rencontré énormément de russophones et de Russes, parce qu'il y a beaucoup de Russes, en fait, si vous voulez, de Russes ethniquement russes, pas seulement russophones, qui, en fait, sont absolument horrifiés et n'ont jamais voulu qu'un morceau de l'Ukraine soit détaché de la Russie. En fait, ça a été progressif, mais vous savez, il y a déjà 2014. 2014 contribue aussi à sceller le sentiment national, parce que, quand même, la Russie, si vous voulez, viole ses engagements. Elle était garante de la souveraineté de l'Ukraine par le mémorandum de 1994. L'Ukraine avait renoncé à avoir un potentiel nucléaire sur son territoire en échange d'une garantie de sécurité sur sa souveraineté et ses frontières par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. Et donc, ils ont violé tous leurs engagements de ce point de vue-là. Et si vous voulez, il y a eu une guerre qui a duré 8 ans entre 2014 et 2022. Pendant laquelle il y a eu 15 000 morts, et donc ils ont le sentiment qu'ils sont en guerre avec la Russie depuis 8 ans. Mais donc si vous voulez, ça a forgé... Les 15 000 morts sont aussi des Ukrainiens, enfin sont des Ukrainiens des deux côtés, c'est des Ukrainiens Bien sûr, de l'Est et de l'Ouest. Mais si vous voulez, c'est un conflit qui a été fomenté par la Russie,
c'est pas un conflit qui est né comme ça de manière, si vous voulez, spontanée. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est complètement documenté. C'est-à-dire que vous avez eu des personnages qui ont été mis en place pour fomenter ce séparatisme. Alors c'est vrai qu'il y avait des gens. Contrairement aux révolutions orange, parce que moi j'avais le sentiment que c'était justement comme ce que vous décriviez, d'abord un mouvement populaire et ensuite qui s'est tourné vers la Russie, un peu comme ce que vous racontiez au sujet de justement honnêtement, la Géorgie ou l'Ukraine. En tout cas, moi, si vous voulez, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas couvert ce moment-là. Donc, pour être tout à fait honnête, je n'aime pas affirmer des choses, mais il y a beaucoup de journalistes, notamment Benoît Vitkine, des gens qui sont allés sur le terrain en 2014 et qui ont couvert ça de très près, qu'il y ait eu si vous voulez, des préférences pour la Russie, le sentiment, il y a eu des erreurs absolues qui ont été faites effectivement par Kiev dans ce moment de danger et de guerre avec l'annexion et tout ça, où ils ont de manière absolument stupide annoncé qu'il n'y aurait plus qu'une seule langue d'État, etc., ce qu'ils ont retiré après. Ça, c'était très très grave. Donc ils ont fait des erreurs absolument extrêmement importantes. Il y a eu peut-être des dérapages. Ça, honnêtement, j'étais aux États-Unis, moi, en poste à l'époque, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je vais être vraiment honnête avec vos téléspectateurs. Mais quand même, je dirais que dans l'ensemble, il y a eu une progression, si vous voulez, dans la création de ce sentiment national, et qu'aujourd'hui, alors là, vous avez raison, c'est-à-dire qu'avec cette attaque complètement folle, il va contribuer à souder en fait encore ce sentiment national. Lui, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui encore, il pense que non. C'est-à-dire que je pense que, si vous voulez, ce qui est très dangereux, c'est que son plan, c'était un plan de blitzkrieg. On décapite la direction ukrainienne, on met un pro-russe, Sergueï Medvedchuk. Il y a des petits partis pro-russes qui en réalité apparaissent aujourd'hui comme les traîtres, puisque vous savez qu'ils ont lancé une déclaration 3 jours avant l'attaque de Poutine en demandant l'entrée des troupes russes. Et maintenant ils ont fui. Mais si vous voulez, ils sont maintenant, si vous voulez, considérés comme des traîtres par le pouvoir ukrainien. Ils sont partis, mais c'était eux, c'était soit Sergueï Medvedchuk, ou alors Viktor Yanukovych qui devaient revenir au pouvoir. Mais si vous voulez, tout cela a montré une déconnexion absolue. Vladimir Poutine a demandé à l'armée ukrainienne de faire un putsch contre son président, ce qui montre aussi le degré de déconnexion sur la connaissance de la réalité, qui est flagrante. Et si vous voulez, ça veut dire que même le service de renseignement russe ne lui disait pas la vérité sur ce qui se passait. Mais c'est pareil, Zelensky est devenu un héros, mais n'était pas non plus... Enfin, je crois qu'il s'était engagé à ne pas se représenter, il s'est représenté. Bien sûr. Il y a les Pandora Papers. Mais vous avez complètement raison, il y a un retournement. Voilà, il avait 23 ou 25% d'opinion favorable. L'agression russe qui, paradoxalement, a renforcé Zelensky et a renforcé une identité ukrainienne qui était fragile. Absolument. Il a 91% de soutien aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Est-ce que Vladimir Poutine ne s'est pas aussi laissé tromper ? Alors là, je vais parler d'une expérience personnelle. Il se trouve que j'étais en Crimée en 2014. Oui. Je m'attendais à voir des Criméens désespérés ou séparatistes, enfin refusant totalement, enfin pas séparatistes, justement, refusant totalement l'agression. Et effectivement, je pense qu'en 3 semaines là-bas, je n'ai pas vu un militaire, et pourtant c'était au moment où il n'y avait plus de système bancaire, enfin c'était vraiment... c'était un hasard, parce que le voyage était prévu depuis longtemps, mais on s'est retrouvés là à ce moment-là. Et c'est avec les gens qu'on interrogeait, et puis c'était anonyme, c'était une amie de Crimée qui m'accueillait. On disait tous, mais nous, on se sent russe, on est russe. Oui. Et ça s'est globalement très très bien passé. Oui, c'est vrai. Donc est-ce que c'est ce précédent vous avez tout à fait raison. Qui a fait dire à Vladimir Poutine, mais ce sera pareil avec tout l'Est du... C'est ça. Toute la rive gauche du Dniepr, par exemple. Et en fait, c'est que vous avez complètement raison. C'est vrai que la Crimée est un cas complètement à part parce qu'elle est peuplée quasi exclusivement de Russes et de Tatars. Et je pense que les seuls qui étaient mécontents, les habitants originels de la Crimée, ce sont les Tatars de Crimée qui ont été déportés sous Staline, massacrés. Il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs. Et voilà, ceux qui sont rentrés étaient très peu. Il y en a très peu. Aujourd'hui, je pense quelques milliers ou dizaines de milliers. Ouais, c'est un tout petit pourcentage. Voilà, c'est un très pourcentage de la population. Eux étaient
contre en fait l'annexion de la Crimée à la Russie, mais les Russes considèrent que la Crimée, si vous voulez, la Crimée, il faut bien comprendre que dans l'imaginaire russe, c'est pas seulement une terre où on va passer ses vacances, où toute l'élite avait des dachas, etc., mais c'est aussi littérairement un lieu où Lermontov, etc., où il y a eu énormément de choses qui ont été écrites sur la Crimée. Donc en fait, en 2014, les Russes, beaucoup de Russes, même des Russes de l'intelligentsia qui auraient dû être défavorables sur le principe, parce que c'était une violation du droit international, violation de la souveraineté, on dit on ne peut pas ne pas être content de l'entrée de la Russie, de l'annexion de la Crimée. Avec justement ce statut paradoxal, la Crimée avait été, entre guillemets, offerte par Khrouchtchev en 1952 tout à fait. Au territoire ukrainien, absolument. À la République Exactement. ukrainienne. Donc ça avait un statut tout de même assez particulier en Ukraine même. Exactement. Et il y avait la base, il y a aussi l'aspect militaire, si vous voulez, il y a la base de Sébastopol, etc. Ouais. Donc tous ces éléments ont fait que les Russes ont vraiment, au contraire, il y a eu après si vous voulez, ce sentiment national, Poutine a joué là-dessus. Vous savez, il y a une immense parade où il va en Crimée, où il y a un concert, on célèbre cette victoire, ce retour de la Crimée, etc. Et c'est vrai que, la réalité, c'est que l'Ukraine, ça l'a complètement induit en erreur, parce que il a fait un parallèle. Il s'est dit, ça sera une promenade de santé, comme ça a été pour la Crimée. Et en même temps, si vous voulez, ça a mis en marche cette espèce de dépeçage de l'Ukraine. C'est-à-dire que le démembrement de l'Ukraine commence à ce moment-là. Vous avez écrit récemment un article en établissant un parallèle entre Milosevic et Vladimir Poutine, oui. Entre la guerre de Serbie, enfin de cette guerre balkanique terrible qui a duré au fond presque toutes les années 90, oui. Et ce qui est en train de se passer en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, en fait, c'est vrai qu'en 91, quand l'URSS a disparu, comme on l'a tous écrit d'un trait de plume, pacifiquement, voilà. Avec, vous vous souvenez de l'image de Mikhail Gorbatchev tout seul au Kremlin, qui signe devant les caméras le passage des forces soviétiques sous passage de la souveraineté de président Yeltsin, et donc l'acte de décès, signe l'acte de décès le 25 décembre 1991 de 26 de l'URSS. Donc on s'est tous dit, mais c'est miraculeux parce que ça disparaît presque sans crier gare. Si vous voulez, les gens continuent à vaquer à leurs opérations, ils ont vu qu'Yeltsin prenait les commandes, et ils ont accepté. Et c'est vrai que en Yougoslavie, les choses se sont passées complètement différemment. Vous avez immédiatement le président de Milosevic de la Serbie s'est mis en tête de se lancer dans une guerre de reconquête, de conquête, en disant mais ça ne va pas se passer comme ça. D'abord, il y a nos frères serbes qui sont dispersés sur le territoire des différents pays, et puis donc ils ont attaqué immédiatement la Croatie. Et moi, j'ai fait plusieurs papiers à l'époque de comparaison entre l'axe Russie-Ukraine, où on ne fait pas la guerre, on reconnaît, au contraire, Yeltsin est l'un des premiers à reconnaître l'Ukraine, et Milosevic qui déclare la guerre à la Croatie, de Tudjman, etc. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, et ce que j'ai écrit dans cet article, c'est qu'au fond, Poutine, avec 30 ans de retard, fait ce qu'a fait Milosevic, c'est-à-dire il déclare la guerre à l'Ukraine, c'est-à-dire il est en 1991. Il joue la guerre que selon lui, on aurait dû faire à l'époque, qu'on n'aurait pas dû laisser partir l'Ukraine. Et il y a un décalage absolument saisissant. Et il y a aussi un retour sur l'histoire saisissant, c'est il se croit aussi en 1945. C'est-à-dire que quand il lance l'idée de la dénazification, on est dans la rhétorique antifasciste. On est complètement dans cette... Voilà, il croit que quand il va prendre Kiev, il prend Berlin.
Et donc, il essaie de mettre cette espèce de légitimité qui est, évidemment, n'a aucune raison d'être, est complètement folle, et de la plaquer sur la réalité ukrainienne. Et c'est très inquiétant, parce que si vous voulez, quand on voit ce qui s'est passé à Berlin, et que c'est devenu un champ de ruines, on se dit qu'aujourd'hui, acculé et, si vous voulez, il peut aller vers une destruction totale pour essayer de faire par la destruction le fer et le sang, Bismarck, ce qu'il n'aura pas pu faire par sa petite opération. Et je pense qu'il faut être conscient quand Emmanuel Macron, qui a eu une conversation récente avec le président Poutine, dit on est très inquiet, il m'a donné le sentiment qu'il irait au bout de sa logique, quel qu'en soit le coût. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je crois qu'il y a vraiment des raisons d'être très inquiet. Et s'il y a une telle, je dirais, nervosité aujourd'hui dans les chancelleries occidentales, que ce soit à Washington ou dans les capitales européennes, sur la question du nucléaire, c'est que le fait que Vladimir Poutine ait mis en alerte les arsenaux nucléaires, les forces stratégiques nucléaires russes, c'est un signal c'est un chantage d'abord, un chantage direct adressé à l'Occident, une incitation à ne se mêler de rien. Ouais. Et aussi, c'est une manière de dire j'ai des moyens de vous terroriser et de passer à l'acte. Et en fait, j'écoutais, par exemple, en venant vous rejoindre, une interview qui a été donnée à la radio Écho de Moscou, aujourd'hui presque, qui ne peut plus diffuser officiellement, mais qui diffuse sur YouTube, par un ancien conseiller de Poutine qui s'appelle Stanislas Belkovski, et qui dit qu'il est extrêmement inquiet, parce qu'il pense que Vladimir Poutine est obsédé par l'idée d'être au même niveau que les États-Unis, et qu'il veut reconstruire coûte que coûte une puissance qui le fasse craindre autant. Et il a souligné, il a dit, vous savez, les États-Unis sont le seul pays qui a utilisé l'arme nucléaire à Nagasaki et Hiroshima. Et de ce point de vue, pour Vladimir Poutine, psychologiquement, l'espèce de monde dans lequel il se trouve aujourd'hui, l'idée d'une utilisation, de ne pas exclure l'utilisation d'une arme nucléaire, c'est le mettre un peu au même niveau que les États-Unis aujourd'hui. Et donc, il dit, alors le journaliste lui dit, bon, c'est très effrayant ce que vous me dites, donc une arme nucléaire tactique. Alors il dit, je n'en sais rien, personne n'en sait rien, mais je crois qu'il lui dit, mais qui peut arrêter Vladimir Poutine? Et lui, il dit, justement, je crois qu'il n'y a que le Seigneur. Personne aujourd'hui ne peut arrêter Vladimir Poutine. Alors, d'autres ne sont pas d'accord. Il y a un autre oligarque qui dit les militaires ne sont pas suicidaires et n'accepteront pas un passage à l'acte. Donc là, vous avez deux versions, en fait, sur cette éventuelle montée dans les tours nucléaires. Voilà, on est dans un scénario, évidemment, qui n'est pas, du tout probable, mais qui n'est pas exclu. Et c'est déjà tout à fait inquiétant et montre la dangerosité du moment dans lequel nous sommes tous. Il y a un récit, alors j'avoue, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est vous qui racontez cette anecdote ou une autre journaliste. C'est un souvenir d'enfance de Vladimir Poutine. Oui, c'est moi en fait. Le rat. Oui, c'est tout bien à fait. ça. C'est moi. Vous pouvez nous le raconter? Oui, alors en fait, ça c'est intéressant. C'est vous savez, Vladimir Poutine en 2000 a donné une très longue interview à deux journalistes. Une jeune femme qui s'appelait Natalia Gevorkian et qui d'ailleurs publie une tribune dans la page débat autour du monde du Figaro aujourd'hui, et un autre journaliste qui s'appelle Andrei Kalesnikov, qui lui toujours très proche justement du pouvoir. Il est à Moscou, elle est en France, et donc ils ont écrit un peu sous sa dictée en fait ses souvenirs. Et à un moment, il lui demande, Vladimir Vladimirovitch, quels sont les souvenirs les plus marquants de votre jeunesse? Qu'est-ce qui vous a contribué à vous former? Qu'est-ce qui vous a frappé dans votre vie? Et curieusement, à leur grande stupéfaction, il évoque
un souvenir d'enfance ou d'adolescence où il explique en fait qu'il était une petite frappe. Il dit, moi j'étais un garçon des rues, il a grandi dans la rue en faisant un peu le coup de poing avec des petits voyous, en apprenant à se battre, à se défendre, etc. Et ils étaient toujours à faire les 400 coups. Et ils sont dans la cage d'escalier de son immeuble, où il habite un petit appartement communautaire avec sa famille, donc un milieu modeste. Et il s'amuse très souvent à poursuivre des rats, parce que cet immeuble est infesté de rats. Et à un moment, il surgit un énorme rat, un gros rat, et Poutine le poursuit. Et ce rat, il le poursuit, et finalement, il le poursuit, il l'accule dans un coin. Et Vladimir Poutine raconte cette anecdote en disant le rat s'est retourné, et j'ai compris à ce moment qu'il ne faut jamais acculer quelqu'un dans un coin, parce que le rat s'est jeté sur moi. Et donc, il ne s'est pas battu avec le rat, c'est ce que souligne cette journaliste d'ailleurs, elle dit oui, mais il ne s'est pas battu avec le rat, mais il s'est enfui, Vladimir Poutine, et il s'est mis à courir, le rat l'a poursuivi dans les escaliers, dit-il, raconte-t-il, en faisant des bonds, et il est rentré dans son appartement, et il a claqué la porte, et c'est comme ça qu'il a échappé à ce rat. Donc, si vous voulez, évidemment, il y a plusieurs interprétations de cette affaire. Lui, il dit il ne faut jamais acculer quelqu'un, mais il y a aussi l'idée que quand vous êtes acculé, ce que vous faites, c'est que vous contre-attaquez pour sortir du coin dans lequel vous êtes. Et elle dit oui, mais il y a aussi le fait qu'il n'a pas affronté le rat et qu'il est parti. Et donc, on peut en tirer, si vous voulez, les conclusions qu'on veut. Mais cette anecdote est aujourd'hui répétée, pas en boucle, mais enfin, il y a pas mal de journalistes russes qui l'ont ressortie dans le contexte, justement, de ce piège dans lequel Vladimir Poutine s'est lui-même installé avec cette folle aventure, parce qu'il était, comme vous l'avez dit vous-même au début, dans une situation qui était plutôt une situation de force, où il était présenté comme un stratège qui jouait les différentes puissances du monde, qui s'était mis d'accord avec les Chinois, contre les Occidentaux, etc. Est-ce qu'il n'a pas aussi choisi, ça peut être une interprétation, certains disent qu'il est assez affaibli physiquement, voire peut-être psychologiquement, il sait, parce qu'il a tout de même, je pense, une véritable science du pouvoir, qu'après un autocrate comme lui, il y aura forcément à la suite un dirigeant beaucoup plus faible, entre guillemets, en tout cas qui aura la main un peu moins dure. Et ne se dit-il pas, finalement, c'est maintenant ou jamais, c'est le moment idéal, les États-Unis sont... Biden n'est pas le président le plus charismatique et puissant qu'on ait vu, qu'on ait pu voir. Est-ce que c'est pas aussi le momentum, se dit voilà, c'est là où c'est terminé, l'Ukraine finira dans l'OTAN, il faut que j'agisse maintenant. Oui, alors en fait, moi je pense qu'effectivement, il a un élément absolument fondamental, c'est à la faveur du jeu qu'il a mené ces dernières années, il faut dire avec une maestria qui frappe avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire où justement il jouait sur les faiblesses des uns et des autres, leur passant la pommade, Emmanuel Macron, acceptant un jeu bilatéral avec les Allemands, scellant le contrat Nord Stream, etc. Enfin, il y avait un véritable jeu, je dirais, machiavélien de Poutine, qui lui réussissait, se créant des alliés à l'intérieur, utilisant toutes les faiblesses d'un Occident absolument, je dirais pas à terre, mais divisé, traversé par une crise profonde, qui est celle que je décris dans mon prochain livre. Et donc je pense qu'il a été convaincu que l'Occident était dans un état de faiblesse extrême, qui lui donnait une fenêtre d'opportunité majeure. Il a vu que Joe Biden s'était retiré d'Afghanistan, que ce qui l'intéressait, c'était le face-à-face avec la Chine. Donc il est allé lui-même chercher l'appui des Chinois pour être couvert sur ses arrières par la Chine. Il y a eu cette fameuse rencontre le 4 février où ils ont signé une déclaration commune
contre l'OTAN et contre l'Occident. Et donc Vladimir Poutine s'est dit, je saisis cette opportunité, l'Occident est faible, il ne bougera pas. Un de ses conseillers, Fyodor Lukyanov, m'a dit il y a quelques jours, quand il a vu Joe Biden à Genève, il a été convaincu que Joe Biden n'était plus intéressé par l'Europe et que donc ce qui se passerait en Europe ne l'intéressait pas tant que ça. Et donc, voilà, et il s'est lancé dans cette aventure, effectivement, et peut-être qu'aussi il est malade, comme vous dites, il y a des rumeurs très Parkinson insistantes, ou cancer, très insistantes sur l'idée qu'il serait malade depuis plusieurs années. Rapidement, on parlait le fait de se lancer, donc cette invasion, justement sur le plan militaire. Vous avez écrit, ça a été votre premier ouvrage, L'armée russe, une puissance en haillons. Oui, à l'époque c'était vrai. Et oui. Est-ce que cette armée russe, c'est très difficile de savoir si oui ou non la lenteur des opérations est volontaire, enfin la lenteur relative d'ailleurs, parce que tout dépend à quel théâtre d'opération on la compare. Oui, parce que sur certains théâtres, ils ont progressé. C'est ça. Comment la jugez-vous, très rapidement? Je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité actuelle, mais voilà, comment vous pourriez juger l'efficacité de l'armée russe après ces 8 ou 10 jours de combat? Oui, alors en fait je dirais d'abord que effectivement entre le moment où j'écris ce livre, où c'est une période d'affaiblissement absolument majeur de l'armée, mais aussi une période où il est très facile d'avoir accès aux militaires, donc en fait moi j'avais pénétré cette armée, ses états d'âme, j'ai rencontré énormément de militaires, donc si vous voulez c'était très intéressant. Depuis, il y a eu, pendant des années, cette armée, elle s'est battue en Tchétchénie, mais ça a été une guerre très sale, je dirais même atroce. Donc là, si vous voulez, il n'y a pas eu une sorte de renaissance morale de l'armée en Tchétchénie, c'est plutôt l'inverse. Il y a des histoires terribles de les soldats qui partent, qui fuient, les déserteurs, mais ils ont quand même écrasé par la méthode, je dirais, traditionnelle militaire russe du rouleau compresseur et du tapis de bombe, un peu comme l'avait fait le général Yermolov en Tchétchénie déjà au XIXe siècle, pour déjà les soumettre. Depuis, quand Vladimir Poutine arrive aux affaires, il se méfie instinctivement des militaires, parce que vous savez qu'il y a une tension historique en fait entre l'armée et les services. Ils ne s'aiment pas. Ce sont deux mondes différents. Et les militaires n'aiment pas les gens des services non plus. Donc il s'est empressé de changer les têtes pour avoir des gens à lui, et surtout qu'il n'y ait pas de personnalité, si vous voulez, capable un jour d'avoir une tentation bonapartiste. Ce n'est pas une tradition russe, d'ailleurs, la tentation de bonapartisme, mais quand même, on a vu des personnages comme le général Lebed, qui va mourir d'ailleurs dans un accident d'hélicoptère en 2003, resté mystérieux après avoir accusé le pouvoir d'avoir organisé les attentats de Moscou, dans une interview qu'il m'a accordée d'ailleurs à moi en 1999. Donc, si vous voulez, tous les gens avec une colonne vertébrale ont été un peu écartés. On a mis des personnages, de second plan au poste clé. Et les spécialistes du renseignement français, je dirais, disent que, en dehors de Gerasimov, qui est le chef d'état-major, qui a été limogé récemment. Non, il n'a pas été limogé. Valéry Gerasimov, non. Je ne crois pas, en fait. Ou alors vous en savez plus que moi. Il me semblait, ou alors c'est... Il y a eu une rumeur. Il y a eu une rumeur, mais il n'a pas été limogé. Finalement, non, d'accord. Bon, et donc, si vous voulez, c'est intéressant d'ailleurs ça, parce que les experts considèrent que c'est une personnalité qui a quand même une certaine colonne vertébrale, et donc en cas de tension sur l'emploi d'armes, etc., que c'est une personnalité qui peut-être pourrait dire ben non, ça c'est pas possible, voilà. Mais donc si vous voulez, il y a ces éléments-là, mais sur le reste, cette armée quand même a été reconstruite, c'est-à-dire que depuis 2014,
Poutine a compris qu'il fallait reconstruire cette armée, parce que vous savez depuis 2008, parce qu'en 2008, pendant l'affaire de Géorgie, les Russes ont envahi la Géorgie, ils sont arrivés jusqu'à 30 km de Tbilissi, mais ils étaient face à une armée extrêmement faible. Et ils se sont aperçus que leur armée, c'était lamentable. Vous savez qu'un tiers des chars n'ont pas pu démarrer parce qu'ils étaient bons à partir à la casse, et que et je crois que sur ceux qui sont partis, il y en a la moitié qui sont arrêtés en route. Ça a été un désastre sur le plan militaire. Et donc ils ont décidé qu'il fallait faire un effort colossal. Ils ont augmenté énormément leur budget. Ils ont reconstruit cette armée. Ils ont des troupes qui se sont énormément entraînées. Et on l'a vu d'ailleurs en Syrie, où c'est un terrain sur lequel ils ont testé, en fait... Où l'armée russe, en tout cas, a semblé très performante. C'est ça, elle a semblé performante, mais c'est vrai que c'était une opération quand même limitée, avec des troupes d'élite. Et donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui, qui est de, finalement, prendre et occuper un pays de 40 millions d'habitants et un territoire absolument immense. C'est plus grand que la France, hein, c'est exactement. 50 000 mètres carrés. Et donc, si vous voulez, c'est à peu près l'équivalent, hein, je crois, de la France. Oui, 50 000 kilomètres carrés de plus. Donc, c'est même encore un petit peu plus grand. Un peu plus grand. Et donc, si vous voulez, c'est considérable. Et donc, il faut qu'ils reviennent à une stratégie classique, et avec une montée en puissance de force, ce qui implique qu'on n'est plus seulement dans les forces qui ont été préparées, entraînées, professionnelles, mais à l'envoi de conscrits, que l'on voit sur toutes les vidéos qui circulent sur YouTube, sur Twitter, etc., où on voit des soldats paumés qui disent qu'ils auraient jamais dû, on leur avait même pas dit qu'ils partaient à la guerre, etc. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est marginal ? Moi, j'ai le sentiment que pour l'instant, cette armée ne s'était pas préparée à une bataille, si vous voulez, à la Grozny, massive. Et que ça aurait dû être une blitzkrieg, et donc je pense qu'il y a une hésitation, qu'ils avancent. Ils ont quand même pris sur le sud, Kherson, etc. Ils ont avancé vers Mariupol, et donc ils avancent pour encercler toutes les grandes villes et encercler au fond Kiev d'une certaine manière aussi. Ils n'ont pas encore bougé vers l'Ukraine occidentale, mais on voit quand même une manœuvre qui vise aussi à couper les forces ukrainiennes qui étaient sur le front du Donbass, qui étaient des forces expérimentées, les couper en fait de Kiev pour les empêcher d'aller prêter main forte à Kiev. Et donc, la question après, c'est comment ils prennent Kiev. Et donc, si vous voulez, s'il est décidé à aller jusqu'au bout, ils vont passer à la méthode qui est celle qu'ils ont toujours utilisée, et qui est le bombardement et l'entrée dans la ville, le combat. Alors là, si vous voulez, ça risque d'être absolument terrible. Et on sait qu'il y a des combattants tchétchènes qui ont à nouveau... Kadyrov, voilà. Il y aurait 20 000 combattants qui ont été envoyés par Kadyrov au nom de Allah Akbar, je vous rappelle, qui sont partis pour répondre aux ordres du grand commandant en chef Vladimir Poutine. Et eux, ce sont des combattants aguerris, très cruels, et qui sont extrêmement redoutés. J'en profite d'ailleurs pour rappeler ceux qui nous écoutent, mais que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été effectivement prise par l'armée russe. Tout à fait. Il n'y a pas de danger, a priori. Ils ont été bombardés. Explosion de réacteurs. Voilà. Il y a eu des tirs, ce qui a évidemment provoqué un tollé absolu, une panique mondiale, et notamment à Kiev, où Zelensky les a accusés de viser des centrales nucléaires, et donc que c'était totalement criminel, que ça n'a jamais été arrivé dans l'histoire. Je ne sais pas très bien ce qui se passe sur le terrain. Il semblerait que ce n'ait pas été délibéré. Ça semble, en tout cas, la situation semble écartée. C'est vrai que ça fait très peur. On change un peu de registre, oui, mais en restant sur ce conflit russo-ukrainien. Jusque-là, on avait le sentiment que les Européens, et j'allais dire les Français en particulier, savaient un peu raison garder face à ce type de conflit. Pour la première fois, on voit des choses que, personnellement, je trouve hallucinantes et scandaleuses.
Par exemple, la Philharmonie de Strasbourg qui interdit d'évoquer des compositeurs russes, de préciser que ces compositeurs sont russes. On voit la fédération féline, ce n'est pas une blague, internationale, interdire les chats russes, et non pas les chats russes. Les chats. Bien d'animaux, voilà. On voit Dostoïevski qui, dans une université italienne, je crois, ne peut plus être enseigné. Qu'est-ce qui nous prend ? En quoi cela pourrait aider au règlement de ce conflit d'aller s'attaquer à Dostoïevski, à Rachmaninov et aux chats ? Pourquoi cette folie ? On l'avait vu, on s'en était moqué chez les Américains en 2003 quand ils avaient débaptisé les French fries pour les appeler les Freedom fries. Mais comment est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui ? Pourquoi ? Écoutez, en fait, évidemment, ça n'aide en rien. C'est complètement, excusez-moi, j'utiliserais presque le mot de débilité. Enfin, c'est à la fois inacceptable et ridicule. Et si vous voulez, je me demande si ce n'est pas une manifestation du monde dans lequel nous étions en train de tomber, qui est cette espèce de monde post-historique où, en affichant un drapeau ukrainien, oui, c'est ça, une sorte de signe de vertu, quel qu'il soit, dans une bataille idéologique, que ce soit pour défendre les femmes ou demain défendre les Ukrainiens, on affiche ou taper sur la culture russe, on affiche un élément de comme ça, on veut plus enseigner Dostoïevski. Ça me paraît non seulement puéril, si vous voulez, mais plus profondément le signe d'une crise morale. Mais ce que je dirais, pour, si vous voulez, donner une note d'espoir au milieu de tout ça, c'est que je pense que quelque chose est en train de changer. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes en train de rentrer à nouveau dans l'histoire. Et c'est-à-dire que l'Europe, au fond, a vécu pendant, depuis 1945 à l'abri du parapluie américain, et donc a pu penser que c'était le modèle qu'elle construisait de plus jamais de guerre, qui permettait de ne plus avoir jamais de guerre. Et en réalité, c'était évidemment louable de vouloir faire en sorte de ne plus avoir de guerre sur le continent européen, mais ce n'était pas le fait de construire un modèle, disons, où tout se règle par la diplomatie et par la discussion, qui ferait qu'il n'y aurait plus de guerre. Ce qui faisait qu'il n'y avait plus de guerre, c'était qu'il y avait un parapluie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la guerre est de retour en Europe. La grande question qui a plané, je pense, dans la conversation que nous avons eue, c'est que nous ne savons plus très bien quelle est la perméabilité ou l'imperméabilité du parapluie que nous avons, nous tous en fait, hein. Et donc que nous rentrons à nouveau dans l'histoire, que nous voyons, en fait, je crois que les Français et les Européens se rendent compte que des gens qui leur ressemblent complètement, qui sont les Ukrainiens, mais ça aurait pu être les Russes en réalité, et sont aujourd'hui obligés de se battre pour leur terre, qu'ils s'engagent, que des gens qui étaient hier professeurs de danse, charcutiers, ingénieurs, doivent se présenter pour aller s'engager et se battre pour leur pays. Et donc je pense que en France aussi, il va y avoir un retour au sentiment qu'on doit se défendre, on doit protéger sa nation, on doit protéger son pays, on doit protéger ses frontières, et qu'il faut aussi se réarmer physiquement, que la France, que l'Europe est désarmée de manière générale. La France est la première puissance militaire d'Europe, mais on a appris par un rapport du Sénat tout récent que cette première puissance militaire européenne n'a, en termes de munitions et de matériel, qu'une armée d'échantillonnage, avec une semaine de munitions pour faire face à un conflit de haute intensité. Donc il est évident qu'il y a un travail absolument majeur à faire, et de manière accélérée.
Et je pense qu'il faut aussi se réarmer mentalement et psychologiquement en se disant que on doit aussi sur le plan, je pense, on doit méditer nos erreurs. Et je pense que nos erreurs, en réalité, elles viennent de tous les côtés du spectre politique. C'est-à-dire que il y a une classe politique aujourd'hui, et je m'en désole un peu, qui d'un côté a complètement sous-estimé la menace islamiste à l'intérieur de nos murs, et on a été finalement aussi là désarmés intellectuellement, politiquement et mentalement et moralement. Mais il y a aussi il y a eu une erreur stratégique, plutôt à droite, là, pour le coup, sur l'autre partie du spectre politique, où il y a eu une incapacité à penser le danger stratégique que représentait ce régime poutinien depuis des années, malgré un certain nombre d'analyses qui étaient là. On a été quand même, je pense, assez nombreux à sonner des sonnettes d'alarme depuis des années, et ce travail n'a pas été fait. Et je pense qu'il y a eu cette idée que Vladimir Poutine nous aiderait à combattre l'autre péril. Malheureusement, il va falloir combattre. Il va falloir prendre en compte ces deux menaces et si vous voulez, les combattre de concert. On est en tenaille, il y a une tenaille. Sur ce sujet, certains pourraient vous répondre, oui mais au fond, vous savez, c'est la rhétorique qui dit que c'est l'OTAN qui n'a pas respecté ses engagements, qui s'est étendue le long de la frontière russe, et avec cette métaphore, si la Russie souhaitait intégrer le Mexique dans le pacte de Varsovie, qui n'existe plus bien sûr depuis la chute du mur, eh bien les Américains réagiraient. Ça, rapidement, qu'est-ce que vous répondriez ? D'abord, mais si vous voulez, enfin, moi je trouve que ces comparaisons sont absolument, si vous voulez, c'est vraiment les éléments de langage du Kremlin, ça. C'est-à-dire que si vous dites ça sur d'abord le Mexique n'a pas été, pardon, n'a pas été. On pense à la crise de Cuba, par exemple. Oui, sans parler du Mexique. Oui, mais si vous voulez, le Mexique n'a pas été occupé pendant 50 ans par une dictature qui était aux ordres de Washington et qui fait que quand il se serait retiré ou que cette dictature serait tombée, le Mexique aurait demandé à la Russie de venir les aider à les protéger parce qu'il pensait qu'il pouvait y avoir une rechute. Donc si vous voulez, déjà, là on est dans une comparaison mais qui n'a absolument aucun sens. Et surtout, il faut bien comprendre que quand le communisme est tombé, certes, moi, je suis une des premières à penser que, évidemment, que ça pose un problème psychologique pour la Russie et peut-être même dans son approche à elle de sécurité, que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN ou la Géorgie, ce qui était son ancien empire. Mais il faut bien comprendre aussi que les pays qui sont rentrés dans l'OTAN ont eu une peur viscérale de la Russie, parce que la Russie s'est mise à faire peur très vite. Ce qui s'est passé en Tchétchénie, par exemple, chez nous, personne n'a voulu le méditer. Et historique, enfin, on pense à la Pologne ou aux Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, si vous voulez. Les Pays-Baltes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants baltes, et notamment Lennart Meri, qui était un merveilleux personnage, qui a été le président de la Lettonie, en fait, ont très vite compris qu'il y allait avoir une rechute russe, impériale. Et ils ont compris que la seule manière qu'ils avaient de protéger leur pays, c'était la garantie de l'OTAN. Et c'est pour ça que, en fait, l'OTAN ne s'est pas élargie parce que les Américains voulaient encercler la Russie, mais parce que ces pays ont fait le siège du Congrès américain et de l'OTAN pour pouvoir entrer. Et ce que je répondrai pour finir, c'est imaginez ce qui se passerait aujourd'hui dans les pays baltes s'ils n'étaient pas membres de l'OTAN. Voilà. Ils seraient quand même en immense danger. Il y aurait encore tant de choses à dire sur ce sujet de la guerre franco-russe et globalement de la personnalité de Vladimir Poutine, de l'armée russe. Mais bon, on n'a hélas pas toute... On n'a peut-être plus le temps. Une dernière chose que je voudrais dire, peut-être, c'était une chose sur la Russie.
C'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'ai consacré une grande partie de ma vie à l'étude de la Russie, d'abord comme à l'université, puis en tant que journaliste. C'est un pays pour lequel j'ai une affection particulière. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas oublier que le drame qu'on vit aujourd'hui, c'est un drame pour les Russes. Parce que, en fait, la Russie, si vous voulez, est elle aussi prisonnière de ce régime. Et j'ai des amis qui me disent « Nous avons été avalés par la Russie, nous, la société russe, la société civile russe, nous sommes dans l'intestin du dragon et nous n'arrivons pas à en sortir. Nous voudrions jouer notre rôle pour combattre en fait ce dragon qui maintenant s'attaque non plus seulement à nous, mais à l'Ukraine et demain, pourquoi pas, à l'Europe. Et donc, mais nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à sortir de l'intestin du dragon. Nous sommes prisonniers, nous aussi. Avant une toute dernière question, vous serez libre de conclure. Vous m'avez confié que vous alliez bientôt publier un ouvrage sur Éric Zemmour, sur sa personnalité. Vous l'avez connu, bien sûr, vous l'avez côtoyé dans la rédaction du Figaro. Oui. Sans déflorer, bien sûr, cet essai qui sort très bientôt et que je recommande à tous ceux qui nous suivent de se procurer dès qu'il sortira, je crois dans quelques semaines. Entre les deux tours. Entre les deux tours. Bon, voilà, donc c'est vraiment demain. Qu'est-ce que vous cherchez à développer? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet essai? Alors, en fait, ce n'est pas un essai sur la personnalité d'Éric Zemmour. C'est un essai sur le phénomène Zemmour. Parce que, si vous voulez, il y a sur la scène française des journalistes qui connaissent beaucoup mieux la politique intérieure française que moi et qui connaissent aussi beaucoup mieux Éric Zemmour que moi. Éric Zemmour, moi, je le connais. On se connaît assez bien, je crois qu'il y a une estime réciproque. Mais moi, ce qui m'a intéressé chez Éric Zemmour, c'est que je pense qu'il est porteur d'un phénomène qui dépasse de loin les frontières de la France. Éric Zemmour, il est la manifestation d'une crise occidentale que j'étudie depuis des années, que j'ai commencé à étudier avec le phénomène Trump, sur lequel j'ai aussi écrit un livre, comme vous savez. Trop peu, mais on en a parlé. Et en fait, vraiment Donald Trump. Voilà, oui, c'est ça. Et donc, pour moi, en 2016, une crise se fait jour en Occident, que j'ai ensuite couvert en Europe, où il y a eu d'autres manifestations de cette même révolte contre les élites, contre la globalisation, sur la question de l'islamisme et la manière dont c'est géré par nos élites, contre la question de l'immigration. Bref, il y a une crise disons, spirituelle, identitaire, politique, absolument profonde, qui traverse l'Occident, dont Éric Zemmour est la manifestation française. Et en fait, quand je l'ai vu surgir, c'était absolument, je dirais, ahurissant. Si vous voulez, à l'horizon, j'ai senti qu'il touchait à quelque chose de très profond. Je suis allée dans ces meetings pour voir justement s'il y avait une réponse. Et je pense qu'il a réveillé la nation française. Et donc c'est très sérieux en fait, c'est très important. Il est aujourd'hui frappé de plein fouet par cette crise russe, parce qu'il a fait une erreur dont j'ai parlé juste avant, une erreur d'analyse à mon avis stratégique sur ce qui se passait, et qui pourrait lui coûter assez cher. Mais il n'empêche que ce dont il est porteur reste et va être un courant absolument fondamental dans les prochaines années, dans les prochains mois. Ça le portera peut-être au-delà du premier tour, si cette crise russe ne le frappe pas suffisamment. Moi, je pensais qu'il allait passer ce cap, mais il y a aujourd'hui peut-être une interrogation à cause de son erreur de vision sur Poutine, et je crois des interrogations aussi que beaucoup de Français ont sur la fascination en fait qu'exerçait sur lui ce personnage, et qui quand même pose problème. Mais sinon, sur le reste, il tape dans une préoccupation, je dirais, existentielle des Français. Et donc, je pense que ce phénomène va durer et qu'on va beaucoup parler de lui dans les prochaines années. Toute dernière question.
Laure Mandeville, qu'est-ce qui vous... Là, vous avez parlé d'une note d'espoir sur le conflit russo-ukrainien. Là, sur la situation française, justement, qu'est-ce qui fait que vous conservez l'espérance pour l'avenir de notre pays? Ben justement, c'est ce réveil. C'est le réveil, le réveil de la vieille nation. De la vieille nation française, c'est-à-dire que il y a quelque chose. J'ai été très émue pour ma part justement en allant dans certains meetings, en allant à la rencontre des Français et en voyant que ils sont toujours là. Il y a une volonté. Il y a d'abord, je pense, une lecture lucide de beaucoup de Français. Alors pas tous, mais beaucoup de Français sont lucides et se rendent compte qu'il y a une direction stratégique qui n'est pas la bonne et qu'il y a quelque chose à changer de fondamental. Et donc ça montre quand même une forme de maturité qui me donne espoir pour la France. Et il y a aussi un amour du pays, une sorte de ressource. Je crois que c'est le général de Gaulle, dans un texte que je n'ai pas réussi d'ailleurs à retrouver, qui dit que la nation française vit sa propre vie, presque, je dirais, pas séparément du peuple, mais parallèlement, et que de temps en temps, elle se rappelle, elle vient se rappeler au pays. Et donc, je pense que c'est un élément très important d'espoir. Bien sûr qu'il y a énormément de raisons d'être pessimiste, mais voilà, je pense que nous restons, même face au vent contraire, maîtres de notre destin. En tout cas, nous devons agir comme tel. L'idée de résurgence, elle est très belle. Merci Laure Mandeville pour cet entretien. Merci pour cet entretien. Je sais que c'est particulièrement difficile en ce moment de vous avoir, donc c'était vraiment un grand plaisir. Merci, et je pense que ça apprendra beaucoup de choses à ceux qui nous suivent. Et continuez bien sûr à vous abonner, et puis à parler de nous, à commenter cette vidéo, à la partager. N'oubliez pas aussi que nous avons lancé une offre sur le reportage de guerre. Vous savez qu'Éric Tegner et Jordan sont en ce moment même en Ukraine. L'un d'eux va d'ailleurs essayer de rejoindre de l'autre côté le Donbass pour avoir une autre vision des choses. Alors si vous voulez nous soutenir, bien n'hésitez pas, le lien va apparaître sur la vidéo. C'est un abonnement spécial à 5 € par mois. Et puis enfin, je vous souhaite surtout une très bonne soirée et un bon dimanche. Au revoir à tous.